Ok, bon, bah, on va commencer. Je sais pas, vous m'entendez tous? Super. Oui, bonjour. Bonsoir à toutes et on est Bonsoir. d'accord. Salut Eric. Ok. On se quitte plus, Eric. Ben voilà, je suis fidèlement, loyalement, Bonsoir. et pratiquement un travail à temps plein. De Zoom en Zoom. Bonjour. Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette conférence intitulée Les femmes et l'Union européenne, parité et violences sexistes, que peuvent nous apporter les exemples français et espagnols et au-delà. Alors qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme, il y a à peu près un mois et demi, la Commission mettait sur la table une proposition en matière de transparence salariale, inspirée par la législation française. Il nous a semblé intéressant d'organiser un échange sur le sujet des femmes et de l'UE et de l'Espagne et de la France comme possibles modèles à suivre. En effet, l'Espagne a été pionnière en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2004, une loi est votée qui instaure des mesures de protection des victimes et des tribunaux spécialisés. En 2017, les députés de du Parlement espagnol votent un pacte national contre la violence de genre qui regroupe 250 mesures et pour lesquelles 1 milliard d'euros est débloqué sur 5 ans. Quant à la France, elle fait partie des pays qui ont le plus tôt pris des mesures pour une plus grande parité dans le monde professionnel. Dès 1983, la loi Roudy oblige les entreprises à préparer un rapport de situation comparée hommes-femmes. En 2011, la loi Copetti-Zimmermann oblige les entreprises cotées et publiques à instaurer des quotas progressifs de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et enfin, en 2018, la loi Pénicaud met en place un index égalité hommes-femmes pour mesurer et corriger les écarts salariales dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, au niveau de l'UE, il y a une directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi qui a été votée en 2006. Elle a été complétée par une recommandation sur la transparence salariale en 2014. Mais malgré ce cadre juridique, au début de 2020, on peut dire que le principe d'égalité n'est toujours pas respecté dans l'Union européenne. Et c'est ce qui a poussé en fait la Commission à présenter une stratégie visant à servir de cadre aux actions de l'Union en matière de parité et de violences sexistes. Cette stratégie a été critiquée par le Parlement européen pour son manque d'objectifs concrets. Mais elle a été complétée partiellement, comme je vous le disais récemment, par une proposition sur la transparence salariale inspirée de la loi française, la loi Pénicaud. À ce jour, aucune proposition formelle de mesures contre les violences sexistes n'a été mise sur la table par l'Union européenne. Quelques chiffres. Alors, selon Eurostat, le taux d'emploi des femmes en Europe est en moyenne, enfin tourne autour de 68%. On parle des femmes de 20 à 64 ans. Et cela représente un écart défavorable de 11 points par rapport aux hommes. Cet écart est environ 7% en France et en Espagne, avec un taux d'emploi plus élevé en France. Mais nous notons qu'en fait, ces chiffres ne sont pas ajustés pour prendre en compte le fait que les femmes ont plus souvent recours à l'emploi à temps partiel que les hommes. Un autre chiffre important, c'est celui des écarts de salaire. Il est autour d'environ 15-16% en moyenne dans l'Union européenne et en France. Il est d'environ 12% en Espagne. Et seulement 7-8% des présidents de conseils d'administration et de PDG sont des femmes actuellement en Europe. Sur les sur lesquels s'appuie la Commission européenne, 55% de femmes dans l'Union européenne ont été victimes de harcèlement sexuel, 33% de violences physiques ou sexuelles et 22% de violences conjugales. Alors que la pandémie du Covid-19 a exacerbé ces inégalités et remis en cause, même dans certains pays membres, certains progrès,
Que peut donc faire l'UE pour faire avancer les droits de la femme et sa place à l'échelle communautaire, en particulier en matière de parité et de lutte contre les violences? Et dans quelle mesure l'UE peut-elle s'inspirer des législations de certains pays membres comme la France et l'Espagne, et que peut-elle faire au-delà? Alors, pour échanger autour de ce sujet, de cet important sujet, nous avons le plaisir de recevoir ce soir 2 eurodéputés, Irène Tolleray et Soraya Rodriguez, et une députée de l'Assemblée nationale, Samantha Casbonne. Alors, bienvenue à toutes les trois. Pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, je vais les présenter rapidement. Alors, par ordre alphabétique des prénoms. Irène Tolleray est donc membre de l'AREM. Elle a été élue députée européenne en 2019 sur la liste Renaissance. Et elle est rattachée en tant que telle au groupe Renew Europe. Au Parlement européen, elle est membre ou membre suppléante des commissions du développement régional, de l'agriculture et du développement rural, et des droits des femmes et de l'égalité des genres. Elle s'est récemment investie sur le sujet de la sécurité alimentaire et a cofondé le European Food Forum. C'est un groupe de travail qui réunit les parties prenantes sur le sujet. Elle a également continué de s'impliquer sur le sujet de l'égalité des genres en tant que signataire du pacte Simone Veil, et après avoir été rapporteure pour le Parlement européen d'une résolution poussant à la création d'un conseil de l'égalité qui serait une sorte d'espace de discussion et d'échange formel pour les ministres correspondants au sein du Conseil de l'Union européenne. Auparavant, Irène a été maire de Fontanès et viticultrice dans l'Hérault. Quant à Samantha Casbonne, elle a été élue députée de l'Assemblée nationale en 2017 en représentation des Français de l'étranger de la 5e circonscription, c'est-à-dire la péninsule ibérique et Monaco, et elle appartient au groupe La République en marche. Elle a, suite à une mission interministérielle, elle a été l'auteure d'un rapport sur l'avenir de l'enseignement français à l'étranger. Elle est membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et est actuellement en mission d'information sur la protection des espèces menacées. Elle s'est elle aussi impliquée dans les débats qui ont conduit aux récentes lois contre les violences sexistes en France. Auparavant, elle a été chef d'établissement du lycée français de Palma de Majorque, du lycée Charcot au Maroc et de plusieurs établissements en France. Et j'en viens enfin à Soraya, que je remercie chaudement d'avoir accepté de participer à cette conférence en français en tant qu'espagnole. Je trouve ça très courageux de sa part. Donc Soraya a été élue députée européenne en 2019 sur la liste de Ciudadanos, et elle est rattachée en tant que telle au groupe Renew Europe. Au Parlement européen, elle est membre des commissions des affaires étrangères et de sa subcommission sur les droits de l'homme, de la commission de l'environnement, de celle du développement et de celle du droit des femmes. Elle est aussi présidente de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain. Récemment, elle a été rapporteure sur le sujet de la lutte contre la traite des êtres humains, dont sont victimes en majorité les femmes. Et elle a été également rapporteure fictive d'un document sur la lutte contre la cyberviolence sexiste. Auparavant, elle avait été porte-parole du groupe socialiste au Parlement espagnol et secrétaire d'État à la coopération internationale au sein du gouvernement espagnol. Voilà, donc je vous propose ce soir de suivre l'agenda suivant. On va consacrer une première petite demi-heure sur la parité, ensuite une autre sur les violences envers les femmes, et enfin une dernière sera consacrée à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à inscrire vos questions sur le chat. Tierno du pôle engagement qui est avec nous se chargera en fait de les résumer, de les filtrer, et on vous laissera la parole, voilà, pour que vous puissiez, si possible, les poser vous-même. Ces échanges sont enregistrés, a priori, si Tierno n'a pas oublié de mettre en marche l'enregistrement. Non, c'est bon, tout est bon. Ok, super.
Voilà, mais ne perdons pas plus de temps et commençons donc par notre premier bloc sur la parité, où je donnerai successivement la parole à Samantha, Soraya et Irène, qui parleront plus spécifiquement du cas français, espagnol et européen respectivement, même si chacune peut rebondir et compléter sur tout ce qu'elle souhaite. Alors voilà, Samantha, qu'a bien fait la France en faveur d'une plus grande parité dans le secteur privé par le passé et que pourront-on faire de plus, à ton avis? Merci, merci Nathalie de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir mesdames les eurodéputés, chère Irène, chère Soraya. Vaste sujet que tu nous offres là ce soir, Nathalie. La question que tu nous poses, évidemment, va nous amener à tous à avoir un avis personnel et je dirais aussi à nous rendre compte de ce qui est réellement ce que nous vivons autour de nous. L'avis personnel, je pense que si nous sommes réunis sur ce thème aujourd'hui, nous le partageons tous, à savoir que les droits des femmes et cette égalité vers laquelle nous souhaitons tous tendre, enfin toutes et tous tendre, parce qu'il y a aussi des hommes, heureusement, qui souhaitent l'égalité avec les femmes, est bien loin d'être une réalité dans le concret. C'est même un sujet, je dirais, extrêmement difficile à mener parce que malheureusement, nous sommes, et tu as rappelé tout à l'heure gentiment mon parcours professionnel, stéréotypé quelque part de par notre plus tendre enfance. Et l'éducation joue beaucoup, nous formate beaucoup. Et du coup, ensuite, même la loi, malheureusement, n'arrive pas à redresser eh bien, je dirais, ce formatage qu'on nous transmet malheureusement de génération en génération. Et je dois dire, pour avoir dirigé des établissements scolaires, avoir été enseignante, être maman moi-même, qu'il est très, très difficile ensuite même de faire bouger, petitement même parfois, mais certains sujets. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même remercier les hommes aujourd'hui présents parce que sans vous, effectivement, ce combat sera toujours plus difficile à mener. Mais je dirais, et je m'adresserai aussi particulièrement aux femmes que nous sommes toutes ce soir, pour vous dire que pour moi, ce combat-là ne passera et ne sera gagné que par nous. Je ne fais pas de sexisme en disant cela, je regarde juste la réalité de ce que nous vivons tous. Mesdames, vous représentez le Parlement européen. Il y a un pays qui est à la fois dans l'Europe et hors Europe, qui s'appelle l'Islande. J'ai eu la chance de connaître ce pays et je dois dire que je suis admirative de ces femmes islandaises qui ont pris en main leur destin et qui ont su montrer aux hommes la façon, enfin à leur façon, pardon, mais comment elles leur étaient indispensables. Sans cela, malheureusement, je crains que les mentalités ne changent pas. Nous votons des lois, nous en listerons quelques-unes si tu veux, bien que tu en as rappelé beaucoup tout à l'heure, Nathalie, mais étant moi-même au Parlement, m'étant engagée sur ces sujets d'égalité, je vais vous dire, et nous avons aussi une représentante de la REM ici, je le dis donc en toute transparence, il est compliqué, il est très compliqué pour nous les femmes, et d'ailleurs même parfois de notre propre faute, hein, c'est-à-dire par autocensure souvent, eh bien, de revendiquer parfois cette égalité pour des raisons qui sont parfois même, je dirais, presque inconscientes. Alors, est-ce que la loi doit tout faire? Est-ce que la loi fera tout? Et je vais répondre très vite à cette question, non. Il faut changer les mentalités par, je dirais, une manière aussi de nous peut-être affirmer davantage. Moi, ce que j'aime en Espagne, que j'ai moins vu peut-être en France en tant qu'élue, c'est beaucoup plus de représentation féminine. Alors peut-être que j'ai une lecture erronée et que par les chiffres,
on me démontrerait peut-être le contraire. Mais il me semble quand même que cette volonté des femmes, en tout cas, de s'afficher en politique, qui est un monde très rude, très dur, et donc en étant aussi à des places stratégiques pour faire évoluer les mentalités par la loi, eh bien, c'est comme cela que nous gagnerons. Alors en France, puisque tu parlais de cet exemple, je pense que nous ne sommes peut-être pas assez présentes, nous ne sommes peut-être pas assez conscientes aussi, nous les femmes, de notre rôle à jouer. Souvent, au prétexte, et qui sont tout à fait vrais, et on sait aussi ce qu'est la vie d'une femme aujourd'hui, hein, ce n'est pas simplement une vie professionnelle, c'est surtout une vie de mère, une vie de famille, une vie d'éducation de ses enfants, ou lorsqu'elle n'en a pas, en tout cas, c'est une vie aussi qui touche à un soutien parfois de famille au sens large. Eh bien, il est compliqué aussi de s'extraire de ces moments-là pour le mettre à la seule disposition d'une égalité. Et c'est d'autant plus vrai que tout nous ramène aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Les crèches qui sont pas suffisamment nombreuses. Donc, je parle de cet exemple, mais c'est bien beau, mais pour dégager du temps, pour tendre vers une égalité, quelle qu'elle soit cette égalité, une égalité par exemple dans la vie politique, pour siéger dans les conseils d'administration, la loi nous dit que nous devons siéger davantage dans les conseils d'administration et être plus visibles. Je ne prends que cet exemple. Mais faut-il que nous en ayons le temps? Faut-il que nous puissions déposer nos enfants ou que les hommes acceptent, si ce sont des pères qui ont la charge de l'éducation? Alors, je n'entends plus Samantha, est-ce que vous l'entendez? Non? Je crois qu'on l'a Non. perdu. Je crois qu'on l'a perdu en effet. Alors, du coup, on va peut-être passer la parole à Soraya et puis Samantha reprendra ensuite. Je ne sais pas si Soraya, tu es... Surtout. Mais Ah, Oui. bon, Samantha, on t'a perdu en fait. Excuse-nous, on t'a perdu 1 ou 2 minutes là. Mais reprends. Ah, 1 ou 2 minutes, d'accord. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai abordé le chapitre avec mes filles, simplement pour appuyer un exemple? Non. Non. Alors, je disais que, en fait, notre société s'est organisée pour que finalement, la place des femmes ne soit pas si facile pour elles à changer. Cela tient à notre quotidien, dans notre gestion des divers tâches qui incombent à une vie de famille ou tout simplement à une vie de femme, qui font que je prenais l'exemple, par exemple, des crèches, des enfants, et j'opposais à cela le fait que la loi nous dise, en France et ailleurs aussi, eh bien, par exemple, on va tendre vers davantage d'égalité dans la représentation, dans les conseils d'administration des femmes et autres postes à responsabilité. Mais faut-il que l'ensemble de la société soit organisé pour nous faciliter cela? Parce que sinon, évidemment que nous sommes obligés, malgré ce que dit la loi, de nous auto-censurer. Et je prenais, comme je vous le disais, l'exemple qui m'est propre. Bon. On ne t'entend plus, Samantha. Oui, Samantha, tu nous entends? Ok, écoute, je pense que Soraya, on va te laisser intervenir et puis on va passer Samantha après, ce sera plus simple. Parfait, parfait. Bonsoir, chers collègues. J'aimerais d'abord remercier Nathalie pour la excellente organisation de ce séminaire aujourd'hui. Et c'était un véritable plaisir pour moi être avec vous ce soir en compagnie d'Irène et de Samantha. Nous avons un long chemin à parcourir pour atteindre la parité dans le secteur privé. Et vous avez tout à l'heure mentionné, chère Nathalie, la législation européenne sur l'égalité dans le monde du travail. En tant que députée européenne, j'étais très heureuse d'entendre la commissaire Dalli
à tout début de cette législature, lorsqu'elle a donné son discours au Parlement pour être confirmée comme commissaire, démontrèrent son engagement pour rétablir la proposition de la célèbre directive sur la présence des femmes dans les conseils d'administration des sociétés, aujourd'hui bloquée au Conseil. Nous espérons que cela puisse se concrétiser dans les plus brefs délais, surtout après les engagements pris à ce sujet avec la nouvelle stratégie européenne d'égalité des genres. Et aussi, nous pouvons avancer sur la directive des transparences salariales. Je suis profondément convaincue que nous arriverons bientôt à une solution politique. Et l'expérience des dernières années dans différents pays européens a démontré que la seule approche volontariste des entreprises en matière d'équilibre des genres ne s'est pas du tout révélée efficace. Nous avons besoin d'une législation claire et de mesures contraignantes. Je crois que l'Espagne est peut-être un très bon exemple. L'Espagne a été l'un des premiers pays en Europe à introduire l'obligation pour les entreprises d'établir des plans d'égalité avec la loi d'égalité effective entre les femmes et les hommes de 2007. Et cette loi vise à lutter contre les inégalités de genre, notamment dans les domaines de l'emploi et de la représentation politique et de la lutte contre les discriminations. Mais elle introduit un quota non contraignant pour les entreprises. Selon l'article 75, les grandes entreprises doivent s'efforcer d'inclure des femmes dans leur conseil d'administration de manière à ce qu'aucun sexe ne représente plus de 60 ou moins de 40% des membres des conseils d'administration. Cependant, le fait que ce type de quota ne soit pas obligatoire est peut-être le point faible de cette législation. Les sollicitations positives à respecter l'obligation des quotas est annoncée dans l'article 34 qui prévoit que le gouvernement peut établir une préférence dans l'attribution des marchés publics aux entreprises qui respectent les lignes directrices prévues par la loi pour promouvoir une égalité effective entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, 15 ans se sont écoulés et il semblerait que l'Espagne soit un peu à la traîne en ce qui concerne les reconnaissances de la diversité hommes-femmes dans les conseils d'administration. Je dis cela car en juin 2020, l'ADECO Group Institute a publié un rapport sur l'égalité des genres dans le monde de l'entreprise. Plus de 20 000 entreprises ont été consultées dans toute l'Espagne et le résultat, c'est que selon les données communiquées, figure le fait que la présence des femmes dans les conseils d'administration est seulement de 23% dans plus de la moitié des entreprises. Je pouvais dire que ce n'est pas non plus un très mauvais résultat si l'on pense qu'au niveau européen, la moyenne est de 29% dans toute l'Union. Il est vrai, par contre, que la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises s'est considérablement accrue grâce justement à l'application des mesures contraignantes par certains États membres. En 2010, les femmes n'occupaient qu'un 12 des conseils d'administration. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union européenne à presque 30%. À mon avis, nous pouvons réaliser
une action véritablement efficace seulement si nous pouvons prévoir des mesures d'incitation ou des sanctions et imposer des objectifs contraignants à toutes les entreprises. Et nous devons reconnaître qu'au cours des dernières décennies, les femmes sont entrées massivement dans les marchés du travail et ont même au niveau d'éducation supérieure à celui de leurs collègues hommes. Toutefois, il existe encore peu de postes à responsabilité au sein de les entreprises pour les femmes. Les brèches salariales et l'inégalité dans les prises de décision marquent encore les secteurs économiques, politiques et sociaux. Certes, des avancées ont été réalisées. De nouvelles mesures ont été prises lors des dernières années, comme dans le cas de la législation sur les transparences salariales et à l'Espagne. Et je vais mentionner pour finir un exemple récent depuis octobre 2020 par un décret approuvé par le gouvernement. Les entreprises espagnoles de plus de 50 salariés doivent désormais publier les écarts de salaire parmi leurs employés en fonction de leur genre. Cette obligation de transparence doit permettre aux salariés et aux syndicats de pouvoir exiger l'égalité salariale au sein de l'entreprise ou devant la justice. Les Espagnols gagnent en 2018 en moyenne 14% de moins que leurs compatriotes masculins, soit un peu mieux que la moyenne européenne qui est 14,8%. Je vais finir, je crois qu'il est crucial de savoir comment fonctionnent les systèmes, par exemple, de rémunération, car c'est là où, justement, sont perçues toutes les discriminations dont les femmes souffrent en tant que femmes au cours de leur carrière professionnelle et de leur vie. Enfin, un important chemin à parcourir et pour nous avons en face. Merci beaucoup. Merci Soraya. Je passe la parole à Irène. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et surtout, merci à toi, Nathalie, pour l'organisation de cette rencontre et tout le travail que tu fais. Il s'agit de mon deuxième débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui, puisque ce matin, nous parlions de relance économique et de parité des genres avec la commissaire Helena Dalli, ma collègue Katalin Cseh, qui est hongroise, et deux députés de l'Assemblée nationale, Christine Aignan et Roland Lescure. Je vous dis ça parce qu'avant de vous parler des mesures, je pense qu'il est très important de parler de méthode. Tout d'abord, je pense que nous devons davantage travailler en synergie avec les parlements nationaux. C'est pour ça que je suis vraiment ravie que nous puissions travailler ensemble, chère Samantha. Et aussi, il nous faut plus de travail au niveau local. Je sais que ma collègue Soraya le fait beaucoup avec différentes régions d'Espagne, comme l'Andalousie notamment. Et je pense que nous devons en faire un vrai enjeu lors des prochaines élections régionales en France. Deuxièmement, nous devons davantage nous inspirer de ce que font les autres pays européens. C'est pourquoi il est important d'avoir le témoignage de collègues comme Kathleen, Soraya, parce que nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins européens. C'est le sens de ce que nous avons appelé le pacte Simone Veil, pilier du programme de la liste Renaissance aux européennes. L'idée est d'identifier dans les législations nationales celles qui sont les plus avancées en matière de droits des femmes et idéalement de les transformer en législation européenne ou à minima de les adopter dans les pays signataires du pacte. En effet, s'il est vrai que la Commission est enfin présidée par une femme, que le collège des commissaires est paritaire, que pour la première fois nous avons une commissaire en charge de l'égalité, que nous avons une commission dédiée aux droits des femmes et à l'égalité des genres au Parlement européen, nous constatons hélas
que beaucoup de ces législations avancées restent bloquées au sein du Conseil. C'est le cas de Women on Board, qui est l'équivalent européen de la loi Copé-Zimmermann, qui a permis d'obtenir 43% de femmes au sein des conseils d'administration des entreprises françaises cotées en bourse. Mais c'est aussi le cas de la Convention d'Istanbul pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous nous sommes donc vite aperçus qu'il ne sera pas possible de garantir les droits des femmes constamment menacées par les crises économiques et sociales. Ok. Irène, on t'entend pas très bien. Et d'en faire une priorité. On t'a perdu. Oui, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc, nous nous sommes donc vite aperçus qu'il ne sera pas possible de garantir les droits des femmes constamment menacées par les crises économiques et sociales, de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe, d'en faire une priorité de l'agenda politique européen, si nous n'avons pas la création d'une formation d'un conseil à l'égalité des genres. C'est en fait un grand trou dans la raquette aujourd'hui en Europe. Vous avez un conseil pour les affaires économiques dans lequel les ministres de l'économie des 27 pays se réunissent régulièrement et nous l'avons vu, ça marche. Nous avons un plan d'endettement commun pour relancer l'économie européenne. Nous avons un conseil à l'agriculture, à la pêche, aux affaires sociales. Mais vous n'avez pas de lieu dédié où les ministres en charge des droits des femmes et de l'égalité des genres se réunissent pour débattre, négocier et pour faire émerger des législations à la hauteur des enjeux. J'ai porté une résolution en ce sens, votée à la grande majorité du Parlement européen, et la délégation Renaissance a de plus adressé un courrier au président du Conseil, Charles Michel, pour qu'il mette à l'ordre du jour la création d'un Conseil à l'égalité des genres. Et nous sommes très contents car lundi, en plénière, Charles Michel, interrogé sur l'épisode appelé Sofagate, s'est enfin dit prêt à y travailler. Toujours sur la méthode, je suis rapportrice pour la Gender Mainstreaming Strategy au sein du Parlement européen. Le gender mainstreaming, c'est très important, car si nous voulons créer une prise de conscience des réflexes égalité des genres dans tous les domaines, nous devons nous assurer d'avoir des parlementaires qui, dans chaque dossier, vérifient que le projet de loi qu'ils portent, fait avancer l'égalité. Par exemple, est-ce que nous nous sommes déjà demandé sur le programme extrêmement connu Erasmus s'il y a autant de filles que de garçons? La réponse est non. Nous n'avons pas aujourd'hui des indicateurs qui nous permettent de suivre l'impact de chaque politique sur l'égalité femmes-hommes et c'est pour cela que nous sommes en train d'y travailler. L'Union européenne a une agence dédiée à l'égalité femmes-hommes qui s'appelle AIGE, qui a fait un travail exceptionnel. Il existe même un index AIGE pour l'égalité des genres qui permet à chaque pays de suivre son évolution vers la parité. Donc, pour revenir donc sur les mesures prises par l'Union européenne, si la méthode est donc bien importante, bien entendu, les législations européennes le sont aussi. Je pense par exemple, premièrement, à la directive équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle a permis d'instaurer un congé de paternité de 10 jours, l'instauration d'un congé pour les aidants, des formules souples de travail, réduction du temps de travail, horaire de travail flexible. Nathalie, tu l'as cité, il y a une proposition de directive sur la transparence salariale. Elle est très inspirée par la loi française, dit Index Pénicaud, et prévoit 3 mesures clés. Tout d'abord, le droit à l'information pour les travailleurs sur leur niveau de rémunération, sur les niveaux de rémunération moyens des travailleurs effectuant le même travail qu'eux, mais également, et c'est très important, sur les critères qui sont utilisés pour déterminer les niveaux de rémunération et la progression de carrière. Il s'agit d'une avancée majeure, car nous le savons, les femmes ont tendance à se censurer. Elles osent moins lorsqu'il s'agit de négocier leur salaire. Grâce à la transparence salariale, elles vont probablement oser davantage et demander la même rémunération que leurs collègues hommes qui recouvrent le même poste. Deuxièmement, l'obligation pour les entreprises d'au moins 250 salariés de rendre publiques les informations sur les écarts entre les femmes et les hommes chaque année. C'est un enjeu d'image pour les entreprises et un enjeu de recrutement par conséquence. Et troisièmement, afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, la directive demande aux États membres d'appliquer des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas la directive. C'est aussi très important car sur la base du volontariat, hélas, nous l'avons vu, les choses n'avancent pas très vite.
L'écart salarial entre les femmes et les hommes est aujourd'hui de 16% au sein de l'Union européenne. Je n'entre pas dans les détails car nous allons manquer de temps, mais nous pourrons y revenir dans le temps qui est dédié au débat. Merci beaucoup. Merci Irène. Je vais donner à Samantha la possibilité de compléter ce qu'elle disait tout à l'heure. Samantha, excuse-nous, mais en fait, on ne t'entendait plus du tout, donc on a décidé de passer la parole à Soraya. Je suis désolée. Tu as bien raison. Et avant que je fasse état d'une proposition de loi un peu dans la même dynamique que ce qui vient d'être fait à l'instant, qui est en cours au Parlement français, je tenais juste à ajouter dans mon propos et appuyer sur le point que si la société, en l'occurrence, ne s'organise pas à divers égards, on peut évidemment, comme je disais, produire des lois, entre autres, qui amènent à respecter des quotas. Mais à côté de ça, il faut que la société puisse accompagner les femmes à pouvoir atteindre ces objectifs aussi de quotas. Je prenais des exemples simples tout à l'heure, mais qui sont des places en crèche suffisantes pour pouvoir accueillir les enfants, qui sont une organisation aussi dans la gestion du quotidien, qui permettent de libérer les hommes pour que les femmes puissent aussi se déplacer. Je prends des exemples simples. Nous siégeons, et mes collègues savent de quoi je parle, dans des parlements. Les parlements se terminent le soir, enfin en général, et ça a été réduit par exemple par le Parlement français, à minuit, 1h du matin. Il faut bien aussi entendre que souvent, les femmes qui siègent ne sont pas auprès de leurs enfants. Vous me direz, c'est aussi la place des hommes, mais faut-il que les hommes aussi, dans leur culture, dans leur éducation, acceptent de rester à la maison, s'occuper des enfants. Donc, ce que je veux dire, et c'est comme ça que je terminerai mon propos avant de vous parler de cette proposition de loi en cours à l'Assemblée nationale française, c'est que nous pouvons mettre en place toutes les lois que nous voulons. Il faut quand même que, en parallèle, la société s'organise et donc il faut aussi trouver des manières aussi d'organiser cette société française et européenne, évidemment, dès lors où les pays sont prêts, pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons en matière de quotas et autres, je dirais, objectifs chiffrés à atteindre. Alors évidemment, sort de ce contexte l'égalité salariale. L'égalité salariale est effectivement un point, je dirais, qui est plus facilement atteignable que bien d'autres, puisque là, il ne tient compte que des compétences intrinsèques et qui ne devraient être que celles-ci, et non pas d'une expérience de congé maternité qui font perdre en carrière, par exemple, pour les femmes. Donc, c'était le point que je voulais appuyer, et donc vous présenter, si vous le voulez bien, une proposition de loi, puisque tu nous demandais aussi de nous tourner vers l'avenir. Tu as toi-même, Nathalie, fait état de ce qui était en cours, de ce qui s'est fait. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur ce point et vous faire donc état de cette proposition pour vous donner un petit peu une idée aussi de ce qui est en perspective. Donc, l'idée, ce serait, avec un certain nombre de collègues, donc je soutiens aussi cette proposition, que les entreprises de plus de 1000 salariés qui devront rendre désormais public le nombre de femmes dans les 10% de postes les plus hautes responsabilités. En 2027, les quotas devront atteindre 30% de femmes et 40% en 2030. Avec, et c'est bien malheureux d'en arriver là, mais c'est la seule manière d'y arriver, avec une amende qui corresponde à 1% de la masse salariale si la règle n'est pas respectée. Nous visons aussi à étendre le nombre de places réservées, comme je le disais tout à l'heure, en crèche aux familles monoparentales bénéficiaires de l'allocation de soutien familial, car je rappelle que 85% des parents de familles monoparentales sont des femmes. Et si, je le redis, quitte à me répéter et être un petit peu lourde sur le sujet, mais il faut qu'en parallèle, il y ait certes des objectifs à atteindre chiffrés par la loi, et c'est normal parce qu'on ne peut pas malheureusement compter que sur la bonne volonté des entreprises, bonne volonté des employeurs pour tendre vers une meilleure égalité hommes-femmes, mais il faut aussi en parallèle de ces contraintes que nous ayons une gestion du quotidien des femmes qui le permettent. Parce que même souvent, les employeurs nous disent « mais nous, on offre ces possibilités aux femmes d'occuper ces postes », mais c'est elles-mêmes qui les déclinent. Donc, il faut vraiment s'organiser de manière globale. Et c'est là où, effectivement, comme le rappelait tout à l'heure ma collègue Irène, il faut vraiment que nous nous inspirions des modèles qui fonctionnent
particulièrement en Europe, parce que nous gagnerons du temps aussi à les observer, à les dupliquer, comme nous l'avons fait d'ailleurs, nous, la France, en regardant nos voisins espagnols quant à la manière qu'ils ont géré les violences faites aux femmes. Super, c'est une transition toute trouvée, puisque je vous propose de passer au bloc sur les violences, à moins que Soraya et Irène veuillent compléter encore sur la parité. Ok, donc on va passer donc à ce second bloc sur les violences. Et effectivement, comme l'Espagne a été pionnière en la matière, je propose de passer la parole à Soraya. Merci. Oui, c'est vrai, la violence contre les femmes reste une des préoccupations majeures en matière des droits de l'homme en Espagne. Pour cette raison, des importantes mesures législatives ont été prises pendant les dernières années pour éradiquer la violence sexiste. En 2004, la loi globale contre la violence fondée sur le genre a été véritablement pionnière en Europe. Pourquoi? Je dirais pour deux raisons principales. D'abord, elle a défini l'inégalité entre les hommes et les femmes comme la cause et l'effet de la violence sexiste. Ensuite, elle est clairement indiqué que la violence n'est pas une affaire privée, mais un problème public auquel les institutions doivent remédier en moyen d'une série de sanctions, des mesures de protection et des mesures de prévention. En plus, des ressources spécialisées ont été créées, telles que les tribunaux pour la violence contre les femmes, des mécanismes de formation spécialisés pour les avocats, les juges, les services téléphoniques, les 0S pour la prise en charge et la protection des victimes, la création d'une délégation gouvernementale spéciale pour la violence à l'égard des femmes, l'engagement pour la protection officielle des victimes, aussi subvention aux entreprises qui recrutent les victimes. Les lois 2004 introduit la violence de genre en tant que manifestation de discrimination, d'une situation d'inégalité et des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, violence exercée sur les femmes par ceux qui sont ou ont été leurs conjoints ou ceux qui ont eu une relation analogue, similaire. Cette loi avait la limite d'imposer à la victime la responsabilité de dénoncer l'agresseur comme seul moyen pour déclencher les mécanismes de protection. Pour cette raison, le pacte d'État contre la violence fondée sur le genre, adopté en 2017, a constitué une avance majeure à cet égard. La reconnaissance de la victime n'est plus subordonnée à l'introduction d'une plainte et les services sociaux peuvent également présenter une évaluation et un rapport attestant la violence subie par la victime. Le pacte global contre la violence accordait aussi une attention particulière à la violence sexuelle, aux mutilations génitales féminines et au mariage forcé, conformément à la Convention d'Istanbul. Et aussi sont inclus dans les champs d'application du pacte tous les actes de violence fondés sur le genre, impliquant des souffrances, de la coercion, des menaces,
et la privation de liberté dans la vie publique et privée pour les femmes. Les pactes améliorent la suivi statistique de tous les types de violences à l'égard des femmes, y compris la traite, et il fait spécifiquement référence aux effets de la violence sur les enfants et les filles et leur donnant le statut de victimes de violences fondées sur le genre. En général, ce pacte est une autre étape cruciale pour la législation sur les droits des femmes. Il contient ensemble de 212 mesures avec un budget d'1 milliard d'euros à développer sur 5 ans en matière de sensibilisation et de prévention, de l'éducation, de l'amélioration de la réponse institutionnelle, y compris l'assistance aux victimes et des mesures de protection, de la protection des mineurs et de la formation spécialisée des différents acteurs concernés. En conclusion, il faut souligner qu'actuellement, le gouvernement espagnol prépare une loi sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle. On peut dire que l'Espagne est un véritable exemple au niveau européen de législation contre la violence sexiste. Nonobstant, le chemin à parcourir pour les droits des femmes est encore très long et difficile. Et mon opinion est que les outils à mettre en œuvre maintenant, tant au niveau national qu'européen, sont dans les trois domaines suivants. En premier lieu, la lutte contre la traite des êtres humains, surtout pour l'exploitation sexuelle. En deuxième lieu, la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, en parallèle à une directive européenne sur la violence contre les femmes et la définition de la violence de genre comme un délit européen. Et en troisième lieu, la crise du Covid. C'est la pandémie silencieuse et l'augmentation des violences contre les femmes pendant la pandémie. Et en Espagne, les victimes de traite sont les principales victimes oubliées dans la législation nationale sur la violence. Je crois que dans d'autres pays européens, c'est la même chose. Et aujourd'hui, à l'Espagne, il n'existe aucun plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Et les dernières ayant expiré en 2018. Et c'est la demande principale de toutes les organisations de la société civile qu'on apprend et des autres organisations qui travaillent sur le terrain avec les victimes. En ce qui concerne à la Convention d'Istanbul, c'est nécessaire que la Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, qui n'ont pas ratifié la Convention, fait ça, parce que c'est inacceptable. La ratification par l'Union européenne de la Convention d'Istanbul est la grande et véritable priorité de notre législature. La lutte contre la violence sexiste, c'est une priorité pour la Commission aussi. Nous ne pouvons permettre que des États membres suivent le chemin de la Turquie. C'est inacceptable. Et pour finir, je veux dire que la pandémie, que la crise sanitaire a provoqué a déclenché une véritable pandémie silencieuse pour la violence contre les femmes. Et en Espagne, le gouvernement a adopté le dernier mai 2020 un plan d'urgence comportant des mesures rapides pour répondre aux besoins des victimes de violences
ce plan inclut une loi classant les services de soutien et les foyers dans la catégorie des services essentiels, en catégorie importante des mesures. Et nous croyons que ces mesures d'urgence sont nécessaires aujourd'hui. Et pour cette raison, au sein de notre groupe politique dans le Parlement européen, Renew Europe, j'ai lancé l'idée de développer un nouveau protocole européen sur la violence contre les femmes en période de crise. Et pour que les commissions préparent un nouveau protocole, c'est-à-dire un ensemble de lignes directrices pour les États membres, pour qu'ils puissent inclure les services pour les victimes de violences de genre en tant que services essentiels, afin de prévenir la violence contre les femmes et aider les victimes en cas de crise et de situations d'urgence telles que la pandémie de COVID-19. Et nous avons demandé ceci à plusieurs reprises à la commissaire Dalli à travers des résolutions, des rapports parlementaires et des lettres. Et maintenant, nous venons de lancer une requête de projets pilotes à la Commission. Enfin, aujourd'hui, il est nécessaire plus que jamais de poursuivre la lutte contre la violence sexiste, contre la solitude des victimes et contre la culture de l'impunité. Notre action politique et législative peut et doit faire la différence afin que toutes les femmes victimes de violences puissent sortir du silence, ne pas avoir honte de dénoncer leur agresseur et se sentir protégées. Merci. Merci Soraya. Je vais maintenant passer la parole à Samantha, si tu es là. Je vais rétablir mon audio. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que nous donnait comme information Soraya, parce que c'est vrai, comme elle l'a rappelé, l'Espagne est une vraie source d'inspiration. Et moi, je voulais simplement vous rappeler évidemment que nous travaillons beaucoup sur ce sujet, puisque le président de la République en a fait cause nationale et qu'il a nommé, je dirais, de nombreux ministres, secrétaires d'État qui travaillent de manière conjointe, puisque ce sujet de la violence faite aux femmes ne touche pas qu'un ministère. Cela implique, et on le voit bien, différents strates de la société, évidemment la justice, mais aussi tout ce qui a trait à la prévention, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail, et que ce soit en dehors, parce qu'on le sait, hein, les violences faites aux femmes, plus généralement, et c'est là le côté insidieux de ce phénomène qui touche malheureusement, je dirais, toujours un trop grand nombre de femmes, se passe au sein du couple. Et là encore, je dirais, l'éducation joue beaucoup, parce que beaucoup, et moi je l'ai découvert en participant au Grenelle en 2019, Grenelle qui prenait à bras-le-corps ce sujet, mais que beaucoup de ce sujet tient à la manière dont on appréhende ce sujet. Alors, excusez-moi d'être aussi, comment dire, peu précise à l'instant dans mon propos, mais je prends un exemple simple. Pour qu'une femme arrive à dans un commissariat pour dénoncer son conjoint, c'est parfois pour elle un chemin de croix qui a, en un instant, en plus d'avoir subi un parcours terrible pour arriver jusque-là, se retrouve face à un fonctionnaire, parfois qui n'est juste pas formé et qui ne saura pas l'accueillir. Et c'est là où nous avons beaucoup appris des Espagnols, c'est vraiment sur tout cet aspect protocolaire à respecter. Et là, la France a beaucoup avancé grâce à nos voisins, parce que nous avons vu à quel point la formation, la prévention des agents d'État était cruciale. Et c'est là où nous avons vraiment axé notre travail pendant ce Grenelle. Ça a été vraiment, et moi je l'ai soutenu d'ailleurs auprès du ministère des Affaires étrangères pour les Français de l'étranger, parce que
une femme qui franchit, suite à une violence conjugale ou autre, la porte d'un commissariat ou d'un consulat, lorsqu'on se retrouve à l'étranger et qu'on souhaite se rapprocher de son pays d'origine, eh bien, il faut savoir accueillir, il faut savoir accompagner, il faut savoir bien orienter. Et ça commence là, la confiance que l'on crée avec une femme. Et souvent, malheureusement, beaucoup de situations finissent mal parce que cette phase-là aura été mal gérée. Au-delà même de la sanction, parce que la sanction, bien sûr qu'il faut qu'elle se renforce, et je vous le montrerai tout à l'heure par l'exemple, les sanctions en France ont été augmentées vis-à-vis, je dirais, de ceux qui agressent ou de ceux qui tuent, et particulièrement dans le cadre des violences faites aux femmes. Mais tant que les femmes ne se sentiront pas en confiance pour parler, pour demander justice face à cette violence, eh bien, tant que cette phase-là ne sera pas encore peut-être mieux encadrée, mieux appréhendée, eh bien, les femmes continueront malheureusement à être maltraitées, malheureusement à mourir, parce que eh bien, ce point-là ne sera peut-être pas suffisamment bien accompagné et du coup les amènera à ne pas se déplacer, à subir en silence ou parfois à être mal orientés. Et la plupart des situations que nous avons eu à gérer lorsque nous avons rencontré ces femmes, lorsque nous avons écouté en commission, eh bien, c'était vraiment de voir à quel point, parfois, par nos bonnes intentions, en tant que parlementaires, nous voulions accentuer parfois certaines règles que nous ne trouvions pas assez dures, eh bien, nous constations qu'elles étaient totalement contre-productives parce que justement, elles généraient sur la personne qui subit des violences une autocensure parce que, à vouloir trop la protéger, eh bien, nous arrivions à finalement la mettre en situation d'être dissuadée de vouloir venir. Et c'est un sujet extrêmement subtil et sensible, je dirais, sensible parce que, évidemment, on touche à ce qui est le plus difficile, finalement, dans les violences, c'est celle du quotidien parce qu'on sait qu'est-ce que ça a comme impact sur une famille lorsqu'une femme va dénoncer son conjoint. Elle peut perdre ses enfants. Si je vous racontais les situations qu'on m'a décrites dans les consulats quand je pensais bien faire en alarmant ou en alertant sur une situation qui m'était dénoncée en tant que parlementaire, et on me disait « taisez-vous, ne dites rien, vous allez aggraver la situation parce que le conjoint a le passeport, si on la fait venir, si elle est sans passeport, on ne pourra plus la protéger ». Mais des choses qui relèvent du détail, mais du détail qui relève de la formation de ceux qui connaissent suffisamment bien la loi pour ne pas mettre en situation encore plus grave la victime, qu'au fond, je dirais ce sujet est vraiment un sujet brûlant parce qu'on a tous, et j'en suis certaine, si on s'interrogeait ici tous les uns les autres, des bonnes intentions, et parfois on trouve que on ne va pas assez loin, on ne va pas assez fort, mais souvent aller plus loin, aller plus fort, c'est être contre-productif. Et je vais revenir sur un exemple aussi, pas sur un exemple, mais sur plutôt une évolution qui se fait lentement. Nous sommes pour beaucoup ici même français, mais il faut savoir que ce n'est que depuis 1990 que le viol, enfin 1980 que le viol est puni de 15 à 20 ans et considéré comme un crime en France, mais le viol entre conjoints n'est reconnu que depuis 1990. Alors, à la fois 1990, ça paraît loin, mais c'est très court dans l'évolution des mentalités. Et là encore, c'est tout un travail qui s'accompagne au niveau de l'éducation, et ce travail-là, nous essayons, et c'est pour ça que c'est lent, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que l'Espagne, qui a si bien réussi, mais notre collègue Soraya pourra certainement le dire, que l'Espagne a mis à peu près 15 à 20 ans pour arriver à de si bons résultats. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et la France, c'est vrai, est en retard, mais la France commence à récupérer son retard, mais en essayant vraiment désormais de s'inspirer aussi de ce qui sont les bonnes pratiques en matière de formation, en matière de protocole de reconnaissance des signes extérieurs d'alarme aussi des femmes qui viennent dénoncer un problème. Parce que parfois, ça peut être chez un médecin
Moi, j'ai été surprise, par exemple, que de voir qu'en Espagne, par exemple, n'importe qui dans le cadre médical peut alerter les autorités au nom même de la femme qui se présente. En France, ça, notre législation ne nous l'autorise pas encore. Parce que, et là encore, lorsqu'on écoute certains, parfois ça paraît, pour des mentalités qui ne sont pas encore arrivées à autant de maturité qu'est arrivée l'Espagne, pour certains, ça peut être contre-productif de lever un secret médical. Alors que, bien, chez nos voisins espagnols, cela a été levé, ça a montré ses fruits, d'ailleurs ça a porté, hein, ces résultats, ils sont significatifs, mais en France, les mentalités étaient encore sur la réserve. Donc tout ça, ça s'accompagne, ça ne se fait pas du jour au lendemain, malgré, et je le redis, l'envie que nous avons tous de régler ce problème, parce que en tirant parfois une petite ficelle et en pensant qu'on améliore un sujet, eh bien, il se peut que parfois on le rende plus difficile parce que notre cadre juridique parfois ne nous le permet pas et qu'il faut eh bien, régler d'autres cadres pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Bon, bref, j'étais encore un peu trop longue certainement dans mon développement, mais je voulais simplement vous dire que, en ce qui me concerne, je me suis impliquée, mais particulièrement chez les Français de l'étranger. Et vous savez, une chose simple, vous savez, quand une femme appelle, elle est à l'étranger, elle est ici. Alors, si elle n'a pas, dans son malheur, la chance d'être en Espagne, parce que si elle est en Espagne, il vaut mieux appeler la police espagnole. Mais si elle se trouve dans des pays où le droit des femmes n'est pas franchement bien accompagné ou bien respecté, il vaudra mieux qu'elle appelle des services en France ou au consulat pour l'aider. Si elle essaye d'appeler la plateforme de l'étranger, elle ne peut pas. Ou alors, on a essayé de faire avancer ce point-là avec la garde des Sceaux, parce que ça paraît idiot, mais prenez un téléphone français ou un téléphone, appelez de l'étranger un 08 qui commence par un numéro français d'une administration française, vous ne l'atteindrez pas. Donc, ne serait-ce que faire changer ça, c'est déjà un vrai parcours du combattant avec l'administration française. Mais pas que. Une fois que vous avez réussi à faire changer ce numéro de téléphone, il faut que la personne derrière son téléphone puisse vous aider, soit en capacité de vous aider. Ça veut dire que cette personne, il faut qu'elle connaisse aussi la législation locale. Parce que si une femme, par exemple, nous appelle, je ne sais pas moi, du Paraguay ou d'un pays étranger, et qu'elle nous dise, voilà, je suis frappée par mon mari, etc., ou je ne peux pas me rendre dans le commissariat pour telle ou telle raison. Il faut que la personne puisse l'accompagner correctement, sinon elle fera plus de mal que de bien, puisque la personne appelle en situation d'urgence. Donc cela aussi, moi j'ai essayé de sensibiliser au niveau français, parce que lorsque nous appelons sur ces plateformes, eh bien, pour aider ces femmes-là, il faut derrière que les personnes puissent être en capacité d'accompagner correctement et de donner les bonnes informations, en plus de rassurer. Une fois qu'on a donné ces informations, lorsqu'on fait rapatrier par exemple une femme en France, parce qu'elle peut être en danger de mort à l'étranger, lorsqu'on la fait venir, il y a tout un protocole bien évidemment à respecter, mais ensuite il faut l'accueillir. Et c'est sur ces dispositifs-là aussi que nous travaillons, sur cet accueil, ce retour en France, parce qu'elle n'a parfois pas de famille. Donc tous ces points-là, ça paraît comme ça peut-être assez simple à dire, mais tout ce que je vous décris là, nous, on y a travaillé pendant 3 ans pour parfois aller très lentement, parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'ouvrir une possibilité, eh bien, on s'aperçoit, par exemple, que dans ces structures, il y a un certain nombre de places limitées, que ces places limitées, eh bien, il faut les occuper rapidement. Et quand on rapatrie quelqu'un de France, les places sont parfois prises. Donc, il faut trouver une autre solution qui n'existe pas. Donc, il faut la créer. Donc, tout ça est une lourde source, je dirais, de dépenses d'énergie. Mais bon, on avance. Et moi, je dois dire, et je remercie vraiment nos voisins, encore une fois, espagnols, parce qu'ils nous ont fait gagner du temps. Tout n'est pas transposable en France, mais beaucoup de choses le sont. Et en tout cas, je dois dire que aussi grâce à eux, on est en train aussi, nous, de prendre conscience, mais surtout d'améliorer, je dirais aussi, ce qui fait aujourd'hui notre prévention, pour que demain, effectivement, peut-être aujourd'hui avec le confinement, ce n'est pas frappant l'amélioration, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans nos commissariats, dans nos centres médicaux, nous savons de mieux en mieux, parce que nous mettons en place et nous avons mis en place des formations qui accompagnent tous ceux qui accueillent les violences faites aux femmes pour pouvoir, et les femmes bien sûr, mais aussi les enfants, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les enfants qui sont victimes. Et cela, déjà, c'est un grand pas qui a été réalisé. Et ce Grenelle l'a permis. Je rappelle aussi que nous avons mis en place
le bracelet électronique qui permet aussi aux hommes de ne pas s'approcher des femmes. Tout ça, ça paraît rien, mais vous savez que dans le pays de la liberté et des droits de l'homme que nous sommes en France, faire bouger les lignes dès lors où on entrave une liberté à quelqu'un qui n'a pas encore commis ou qui a commis, mais dont on ne sait pas s'il va récidiver, c'est très difficile parce que nous nous heurtons ensuite comment dire, aussi au droit constitutionnel. Il y a un certain nombre d'éléments qui viennent s'agréger, je dirais, à la simple volonté de faire et qui viennent parfois aussi ralentir la mise en œuvre de tout ce qu'on souhaite faire. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, et mes collègues le disaient, je crois que le cadre européen aussi peut protéger peut-être un peu mieux, mais je reviendrai sur un instant parce que j'ai vu aussi passer dans le chat que nous avons tous vécu en direct, que nous déplorons. Et c'est vrai, il faut le dire, que ce que nous avons vécu en Turquie avec la réception du président turc n'a pas mis à l'honneur, je dirais, peut-être ce qu'aurait dû être une exemplarité européenne. Et en cela, il est clair que nous devons mieux proposer, en tout cas, que les femmes, même si là, nous n'étions pas sur une violence physique, mais je pense que nous nous sommes tous sentis agressés par une forme de violence dans le manque de respect qu'on portait à une d'entre nous et qui porte notre parole au plus haut niveau. Donc oui, la violence faite aux femmes, elle prend plusieurs formes. En France, on a essayé et on essaye toujours et on met en œuvre un certain nombre de mesures. Moi, je m'y engage aussi au niveau des Français établis hors de France, mais tout ça se fait assez lentement, j'en conviens. Pardon Nathalie, j'ai été trop longue. Non, mais Alors, moi, je vais embrayer direct pour aller directement à qu'est-ce que fait l'Europe. On ne va pas revenir sur les chiffres. Donc, je vous donne les lettres G-R-E-V-I-O. Grevio. Grevio, c'est l'agence au sein du Conseil de l'Europe qui vérifie l'application de la Commission d'Istanbul. Vous choisissez la langue française. Vous avez suivi par pays. Et donc, en France, la Convention d'Istanbul a été signée le 11 mai 2011, ratifiée le 4 juillet 2014. Elle est entrée en vigueur en novembre 2014. Le premier rapport sur l'application de la Convention d'Istanbul en France a été reçu le 5 avril 2018. Le gouvernement a dû mettre en place et aligner sa législation. Et donc, il y a encore des nouvelles recommandations qui datent de 2020 sur les choses concrètes que la France doit faire pour éradiquer les violences faites aux femmes. C'est très important. Par exemple, au niveau européen, aujourd'hui, nous n'avons pas la même définition du viol. C'est très important. Donc, il faut que tous les pays fassent évoluer leur législation de façon à ce que la définition du viol soit la même. Et donc, le viol, c'est l'absence de consentement. On n'a pas besoin de cette prime torgnole pour cette fait qui est viol. Donc, c'est ce Grevio, l'outil d'application de la Convention d'Istanbul est extraordinaire. Donc, par exemple, les bracelets électroniques français sont tout de suite rentrés comme étant une bonne pratique. Et donc, moi, je vous invite tous à lire les 5 pages de recommandations du comité des parties. Vous verrez concrètement que l'Europe, avec l'application de la Convention d'Istanbul, est là. Alors après, le sujet qu'on a, c'est que sur la Convention d'Istanbul, donc c'est pour rappel la grande charte pour faire évoluer et encadrer législativement, mais pas que les violences faites aux femmes, toutes les violences faites aux femmes. Donc ça repose sur 4 piliers: prévention, protection, poursuite et également les politiques intégrées. Donc là, très concrètement, dans les recommandations du comité des parties, il y a au niveau de la France d'intégrer les violences économiques comme des violences faites aux femmes. Cependant, il y a des pays aujourd'hui qui ne veulent pas ratifier ou qui veulent sortir de la Convention d'Istanbul. Et effectivement, c'est très important que sur la partie violence, on soit là. Donc, on a demandé tous à la Commission de sortir une directive, donc un texte de loi qui s'applique dans tous les pays spécifique sur les violences faites aux femmes. Donc, si sur la base du volontariat de la Convention d'Istanbul, il y en a des qui jouent la montre, alors dans ce cas-là, on met en place une directive et ça s'appliquera dans tous les États membres. Donc, en fait, l'Europe est là et cet outil, il est génial, il faut se l'approprier et approprier. Donc, il faut aussi donc, se dire qu'il y a plusieurs types de violences. C'est donc déjà
ceux qui ne ratifient pas la Convention d'Istanbul, en fait, en vrai, c'est parce qu'ils disent que derrière, il y a la théorie du genre et que ça pourrait même aller jusqu'au mariage homosexuel. En fait, c'est une violence faite à des femmes ou à des êtres humains que de ne pas les laisser libres d'avoir leur identité sexuelle. Donc ça fait partie de la Convention d'Istanbul. Et effectivement, moi, j'ai découvert qu'on avait une vision très intéressante. Voilà. Donc après, sur le Sofagate, donc la Turquie d'Erdogan, je reviens sur le Sofagate, la Turquie d'Erdogan, depuis longtemps, utilise les fauteuils pour humilier les personnes qui viennent. Et effectivement, il y a eu un incident protocolaire. Au niveau du protocole des 3 institutions, la première personne dans les traités qui passe devant, c'est le Parlement, ensuite c'est le Conseil et après c'est la Commission. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. N'empêche que moi, je crois que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en a sorti. Ce qu'on en a sorti, c'est qu'on a demandé à Charles Michel d'accélérer sur le Conseil à l'égalité, d'accélérer sur le déblocage de Women on Board, d'accélérer sur la directive, et c'est ce qui va se passer. Donc, il y a eu un accident protocolaire et derrière, on va faire avancer encore plus les droits des femmes. Donc ça, c'est important de se dire, OK, Erdogan, c'est un sale bonhomme, on le sait, donc soyons beaucoup plus fermes vis-à-vis de lui. Par exemple, l'accession de la Turquie dans l'Union européenne, je pense que là, il s'est disqualifié tout seul. Mais nous, les violences faites aux femmes, on ne doit pas se détourner de l'ensemble des violences qui sont faites aux femmes. Donc, il y a les violences, mais par exemple, il y a une autre violence énorme en Europe, l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, la Pologne, c'est quasiment impossible d'avorter, mais beaucoup plus près que nous. En Italie, 80% des médecins utilisent le devoir de ne pas, leur droit à ne pas pratiquer l'avortement. Donc, ça veut dire que ça devient extrêmement difficile pour une femme d'avorter en Italie. C'est une violence faite aux femmes que de ne pas la laisser libre de son choix. Et en France, effectivement, on a un petit sujet qui commence à monter sur l'accès à la contraception et aux pratiques d'avortement. Donc, c'est très important que nous soyons embarqués dans ce cadre européen que nous offre Grevio, parce que ça tombe comme une machine. Ils viennent, ils regardent, ils comparent tous les pays, ils disent « Attention, ça, il faut que vous bougiez », et après, qu'on se les approprie et qu'on fasse avancer. Donc, je crois que c'est vraiment très important aussi de se dire que derrière ces attaques sur les droits des femmes, nous avons la pandémie avec la crise économique. Simone de Beauvoir le disait, il suffirait d'une crise pour que l'ensemble des droits des femmes soient remis en cause. Et donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent gagner le pouvoir et qui vont utiliser le fait de complètement nier le sujet des violences faites aux femmes pour essayer de séduire et de répondre, de gagner le pouvoir. Donc, c'est très important que nous soyons au rendez-vous des violences faites aux femmes. Et je vais même plus loin, nous considérons que la grande cause du quinquennat doit devenir une grande cause européenne, exactement de la même façon. C'est une priorité qui doit être installée dans toutes les politiques européennes. C'est pour ça que nous avons travaillé avec AIGE, l'autre agence, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que l'ensemble des politiques européennes, l'ensemble des parlementaires soient formés sur un impact. Est-ce que la loi, le budget, le thème, mais ça peut être vrai pour un maire, ça peut être vrai pour un président de département ou de région. Est-ce que le texte ou la politique que je mets en place, est-ce qu'elle a un impact genré? Oui, non. Est-ce que s'il y a un impact genré, si je ne fais pas attention à mesurer, alors dans ce cas-là, je crée une violence faite aux femmes. C'est une violence économique, c'est une violence physique, c'est ce que vous voulez, c'est une violence. Et donc, à partir de là, c'est important d'avoir des budgets qui permettent de suivre et de mesurer et après, derrière, de mettre en place. Donc, le Parlement européen a donc été très présent sur ce sujet et je suis tout à fait ravie qu'on continue d'avancer avec une accélération grâce au Sofagate. Parce que le Sofagate a permis de se rendre compte qu'effectivement, il y avait un méga problème et qu'il fallait vraiment qu'on avance. Donc, il faut voir qu'à toute chose, le malheur est bon, mais je peux vous dire que l'équipe Renaissance, elle est mobilisée pour faire avancer les violences faites aux femmes et avec Soraya, vous avez un interlocuteur qui est vraiment très présent sur la Convention d'Istanbul. Merci.
Merci Irène. Alors, juste avant de prendre les questions, je vous donne la possibilité à chacune des participantes, et on va commencer par toi Irène, cette fois-ci, de conclure en fait sur un peu les deux sujets et en général sur voilà, ce que devrait ou peut faire, enfin, les priorités que devrait avoir l'UE sur la place de la femme en général. Alors, moi, je conclurai un petit peu, c'est la suite de ma conclusion, c'est de dire la place de la femme, elle doit être présente dans toutes les politiques, mais après, il faut aussi, parce qu'aujourd'hui, souvent, on parle des sujets femmes quand on est sur une réunion dédiée. Ah bah tiens, on va parler de parité, ah bah tiens, on va parler de violence, machin. Sauf que là, par exemple, au niveau du Comité national de suivi du plan de relance français, qui est donné en exemple dans toute l'Union européenne, nous avons tous les partenaires sociaux qui sont autour de la table et des associations environnementales, les maires, voilà, il y a tout le monde. Il y a des ministres, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je représente, je suis une des parlementaires européennes. Et bien, je peux vous dire que les syndicats, jamais, ils n'ont prononcé le mot femme. Parce qu'en fait, le mot femme, ils en parlent dans les réunions spécifiques femmes. Sauf que la casse économique du Covid-19, elle est féminine. J'y peux rien, c'est comme ça. Et c'est encore plus loin aujourd'hui. Plus un métier est féminin, plus il est exposé au virus, moins il est payé. Et ça, c'est complètement inadmissible. Et donc, il est pour moi essentiel que nous ayons une approche systématique du sujet femmes, égalité dans toutes nos politiques publiques. Et c'est le sens de l'outil que nous avons construit avec AIGE et que nous commençons à diffuser au sein du Parlement européen. Mais pourquoi pas le présenter à l'Assemblée nationale et aux marcheurs. Merci Irène. Soraya, tu veux bien apporter ta propre conclusion? Oui, merci. J'ai vu, excusez-moi, j'ai vu dans le chat beaucoup de questions sur les Sofagate et des autres questions très importantes. Et je vais dire que sur les Sofagate, j'ai intervenu lors du débat de la plénière ce lundi au Parlement européen. Et je pense que les Sofagate n'étaient pas seulement un affront à von der Leyen, c'est un symbole qui va bien plus loin, un symbole du machisme structurel et d'un acte contre les femmes en général. Et je crois que contre l'Union européenne et les valeurs qu'elle représente, et surtout les valeurs que nous représentons sur l'égalité des femmes et des hommes. Avec ces gestes, Erdogan a montré les visages les plus rétrogrades et les plus machistes de son régime. Mais il n'aurait pas pu le faire sans la complicité involontaire de l'Union. Je crois que la réunion n'aurait jamais commencé sans que la présidente Ursula von der Leyen aille chercher aussi. Grâce à cette stratégie de provocation d'Erdogan, le président turc a atteint son objectif. Le véritable sujet est justement le retrait de la Convention d'Istanbul, la violation constante des droits de l'homme, le recul démocratique et la tentative d'interdire les partis politiques en Turquie. Tout cela est resté en deuxième plan. C'est vraiment très terrible. Et seulement je veux ajouter une chose. Nous sommes très inquiets pour les cyberviolences et la pornographie en ligne. Dans les chats, j'avais beaucoup de questions sur les nécessités, la nécessité de l'éducation, mais OK, les mineurs ont accès sans restriction à des contenus violents en ligne, stériles au niveau des genres. Après, ils pourront reproduire ces comportements. Les viols des groupes, c'est un exemple
de ce qui est vendu en tant que cinéma porno et ne constitue que de la violence contre les femmes en ligne. C'est une question véritablement préoccupante et nous devons protéger, pas seulement les femmes, protéger notre mineur pour que l'éducation soit dans autre contexte vraiment, vraiment différent. Merci beaucoup. Merci Soraya. Je vais passer la parole à Samantha. Et Samantha, j'en profite pour te dire une question qu'il y a dans le chat, que je pense à laquelle tu voudras bien répondre, posée par Rachida Nieto. Ne faudrait-il pas chercher et travailler cette égalité dès le jeune âge, pendant le développement des enfants bas âge, adopter un modèle d'éducation juste, sans différence entre les deux sexes, et encourager les femmes à s'orienter vers des spécialités d'ingénieurs ou dans la recherche, par exemple? Alors, je réponds à cette question en même temps en concluant à mon tour. C'est déjà le cas, si on regarde les programmes français d'éducation, aller sur un site qui s'appelle Eduscol, taper égalité de genre, même dans l'éducation nationale française, vous verrez que c'est déjà quelque chose qu'on essaye de faire, pas suffisamment certainement encore, mais pourquoi ? Parce que ça revient à ce que je vous disais en introduction, je l'ai dit au milieu de mon propos et je vais vous le redire en conclusion. Pour moi, ça tient à deux choses. D'abord, peut-être évidemment une société patriarcale qui reste patriarcale, quoi qu'on en dise, et qui met en avant le modèle masculin plus que le modèle féminin. Mais une fois qu'on a dit ça, je reviens aussi à l'exemple que je vous donnais en introduction, puisqu'on est sur une conclusion, et moi j'essaie de trouver des notes d'espoir en parallèle à la loi qui est indispensable. La loi, évidemment, est contraignante, elle devra continuer à l'être, parce que c'est la seule manière, malheureusement, puisque la bonne volonté des uns et des autres ne suffira pas. Il faut passer par la loi. Mais à côté de ça, je reviens à ce modèle islandais juste une seconde, pour vous dire que 90% des femmes, en 1975, se sont arrêtées de travailler, arrêtées de s'occuper des enfants pendant une journée. Et c'est à partir de ce moment-là que les hommes ont pris conscience que les femmes leur étaient indispensables au quotidien. Et je pense que dans tout mouvement politique aujourd'hui, dans toute société constituée telle une entreprise, telle une école, vous vous rendez compte que dans l'éducation nationale française, près de 70% des postes sont occupés par des femmes, que les postes au plus haut niveau, ce sont des hommes qui les occupent. Comment peut-on parler d'éducation aux enfants sans montrer par l'exemple ce que nous prônons comme valeur ? Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Et pourquoi je reviens encore sur ce modèle de société islandaise ? Parce qu'ils ont mis en adéquation leurs paroles avec leurs actes. Certes, ce n'est peut-être pas encore un idéal, au sens où il y a peut-être encore des failles, mais en parallèle, ils mènent une politique à la fois contraignante par la loi, mais également par la détermination des femmes à faire changer les choses. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections internes, parfois même dans des groupes, eh bien, lorsqu'il y a un homme et une femme, on s'aperçoit que par habitude souvent, par peut-être même, je dirais, confort intellectuel, en se disant oui, on imagine qu'un homme sera peut-être plus disponible, donc plus à même à bien... On est dans des représentations, et même nous les femmes, nous ne cassons pas ces représentations. Et lorsqu'il y a deux personnes qui se présentent, un homme et une femme, eh bien il y a une forme d'autocensure. Il faut que nous cassions aussi ce modèle-là si nous voulons faire changer les choses. C'est à nous aussi, femmes, de nous prendre en main et de faire aussi ce pas vers la confiance que nous portons à d'autres femmes. Et ne pas considérer souvent que, par habitude, il est plus facile d'imaginer qu'un homme réussira mieux parce que c'est la tradition qui fait qu'un homme s'installe systématiquement à la place d'un homme sur des postes à responsabilité. Il faut aussi que nous-mêmes, nous acceptions de changer, et je dis nous, les femmes, aussi une certaine vision, une certaine habitude. Voilà, je voulais conclure là-dessus parce que pour moi, on ne changera les choses que si on aborde les sujets sous deux angles. À la fois la détermination des femmes, parce que ça ne viendra que d'elles,
et à la fois la loi qui doit devenir plus contraignante au niveau privé, au niveau entrepreneurial, au niveau de l'éducation. Mais les deux n'iront pas, de mon avis, enfin, sans une implication avec les deux jambes, là pour le coup, mais qui avancent en même temps. Merci Samantha. Je vais prendre une question la question de Juliette. Je crois que ça fait un petit moment que tu veux poser une question, Juliette. Vas-y. Merci beaucoup. Bravo pour ce superbe événement. Rebonjour Irène. Donc, bon, moi, je voulais en profiter en fait pour vous parler. C'est une question en fait qui découle, on va dire, de ce que vous avez dit. Voilà. Comme vous le savez, je suis assez active au sein d'En Marche pour l'égalité femmes-hommes et il y a des causes coalitions qui ont été lancées. Ces causes coalitions contiennent notamment la coalition égalité femmes-hommes. Et je voudrais vous demander aujourd'hui, voilà, puisque vous vous intéressez beaucoup au sujet, voilà, d'aller soutenir ces causes égalité femmes-hommes, d'en déposer si c'est possible, parce que en fait, c'est bête à dire, mais il y a des systèmes de statistiques. Plus la coalition a des soutiens, plus la coalition a des soutiens, plus elle a de nombre de causes importants et plus en fait elle remonte pour le programme de 2022. Donc moi, je voulais vous demander d'être solidaires parce que j'essaye tous les jours, je demande aux personnes voilà, les causes qui leur tiennent à cœur de les noter, en particulier sur l'égalité femmes-hommes. Il est très important voilà, de montrer politiquement au sein du mouvement En Marche qu'on est solidaire, qu'on ne laissera pas ce mouvement se faire, entre guillemets, voler voilà, en termes de valeurs. Et l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose qui est extrêmement important et on ne doit pas autoriser cette crise sanitaire, mais aussi les élections qui viennent. Et en particulier, il y aura les élections législatives aussi après en 2022. Et il ne faudrait pas qu'on retombe à 25% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des lois qui sont en train de se passer maintenant en termes d'égalité économique, en termes d'égalité politique, qui sont extrêmement importantes. Il y a aussi donc cette proposition d'Irène que je me suis permise d'inscrire en cause au sein de la coalition Europe. Je précise que je l'ai sacrifiée pour qu'elle soit dans la coalition Europe, mais voilà, elle n'a que 28 soutiens. Elle n'a que 28 soutiens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a que sur tous les gens de la coalition Europe, ben, tout le reste, ça passe avant pratiquement. Donc, ça prend 2 secondes. Vous allez sur Pour une cause, vous utilisez votre identifiant En Marche si vous êtes En Marche, ou vous utilisez une autre boîte mail et vous allez cliquer et vous favorisez, s'il vous plaît, ces causes égalité femmes-hommes. Et si vous pouvez en déposer, pas même 1, 2, 3, vous en faites 8, 10. Moi, il n'y a pas de problème. Sachez qu'Égalité Ensemble, on s'occupe de toutes les causes égalité. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera en groupe pour s'en occuper. Alors, désolée d'avoir un peu voilà, pris voilà, la question est donc la suivante. Est-ce que vous accepteriez d'aller soutenir en masse les causes d'égalité femmes-hommes? Et puis, la proposition d'Irène qu'en tant que non-élue, je me suis permise de mettre parce qu'on est supposé être des personnes de la vie civile. Donc, moi, ça tombe bien. Je n'ai jamais été élue et jamais candidate non plus. Donc, soutenez s'il vous plaît. Accepteriez-vous de le faire? Pourriez-vous prendre 5 minutes pour le faire, pour bien cibler ces causes-là et puis pour en déposer dans l'égalité femmes-hommes en coalition 1, voilà, pour qu'on soit plus forte au sein d'En Marche. Et je vous remercie beaucoup. Merci Gillette. Moi, pour le coup, c'est déjà fait, il me semble. À moins que dans ma tentative, Mercredi, on verra tout. D'accord. Je saurai qui a cliqué ou pas. Ok, eh ben, merci à toutes, enfin à Samantha. Pardon, Nathalie, tu peux peut-être nous remettre le lien en question pour que nous puissions être redirigés de façon pratique et le mettre aussi sur notre boucle Espagne là, pour les élections consulaires. Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre nous. Alors, je pense que le lien de Juliette, j'avais déjà mis. D'accord. Mais je remettrai le lien. Alors, mais remets-le. Alors, je te prie de remettrai. Voilà. Et puis, Juliette, tu l'as mis dans le chat? Je viens de mettre le lien pour, en fait, de la proposition d'Irène qui est la grande cause de l'Union européenne égalité femmes-hommes. On est à 28 soutiens. Moi, j'aimerais qu'on explose tout et que, voilà, tout le monde soit solidaire. Alors, ça prend 2 minutes. Il ne faut pas retweeter le tweet. Il faut vraiment aller sur Pour une cause, s'inscrire et cliquer dessus.
Et désolée de le dire, mais en gros, il faut bien la favoriser, elle, pour qu'elle monte. Et voilà, et pareil pour la coalition égalité femmes-hommes. Alors, ce qu'on fera, Juliette, regarde, on enverra un mail de toute façon avec un lien au replay. Et dans ce mail, vous êtes adorable. on mettra le lien à toutes les causes que tu me dis qu'il faut qu'on mette. Voilà. Et ce sera adorable, franchement. Et voilà, et donc je remercie les intervenantes Soraya, Irène et Samantha d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été vraiment, je trouve, très enrichissant. Voilà, j'espère que le reste des participants ont passé un moment également enrichissant. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et merci Très bonne beaucoup. soirée, merci beaucoup. Et Juliette, j'ai mon certificat de marinage à Bruxelles. Ah, bravo, voilà. Et merci beaucoup, Irène, pour tout le temps que tu donnes. Et merci à toutes et à tous pour le temps. J'aime beaucoup le t-shirt d'Irène. Très inspiré. Très inspiré, d'ailleurs. Au revoir, Samantha. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à l'Espagne, Soraya. Merci. Merci. Soraya. Au revoir. Merci, Soraya. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Scène de ménage avec Dan Lamour.